Donc, même si ce n'est pas la réalité physique, c'est une bonne première approximation. Donc, on précisera ça plus tard. Mais ce que ça veut dire maintenant, c'est que on a notre équation des gaz parfaits. Ce n'est pas la réalité, mais pour une grande partie de la vraie vie, c'est une bonne première approximation, ce qui veut dire on peut modéliser un gaz réel comme un gaz parfait, plus quelque chose qui est petit, plus quelque chose qui est encore plus petit, etc. Et à cause que ça, c'est une bonne approximation en la réalité à PV, cette série de termes est courte. Bon, on verra ça en plus de détails plus tard. Donc, même si ce n'est pas la réalité, c'est une bonne première approximation. Pression et volume sont toujours en relation inverse. Puis PET, puis VET sont en relation directe. Donc, les observations physiques qu'on a vues la dernière fois, les lois de Boyle, de Charles, etc., sont vraies, mais ils ne sont pas exactement PV est égal à K. C'est proche, mais c'est pas exactement ça pour toute pression et température. Bon, donc, un gaz réel n'est pas un gaz parfait. Un gaz réel, OK. J'ai déjà eu des questions dans le passé. Vous utilisez les mots gaz parfait et gaz réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gaz parfait est un modèle particulier qu'on a vu des sphères d'eau dans la boîte. Ce n'est pas la réalité. Un gaz réel, c'est les gaz qu'on voit dans la vraie vie. Un gaz parfait est une première approximation à un gaz réel. La prochaine fois, on va voir une deuxième approximation qui s'appelle le gaz van der Waals, qui commence avec un gaz parfait, puis donne une petite correction pour essayer de mieux reproduire la réalité. Donc, quand je dis gaz réel, c'est un gaz que vous voyez dans la vraie vie. Donc, un gaz réel a un point d'ébullition et une enthalpie de vaporisation. Okay, ce sont les concepts qui sont liés ensemble. Bon, donc point d'ébullition, T, B minuscule. On va voir un T avec un B majuscule plus tard. C'est quelque chose de différent. T, B minuscule, point d'ébullition. Le point à laquelle, à une atmosphère, le gaz se transforme réversiblement en liquide et l'inverse. L'enthalpie de vaporisation, qu'on écrira comme ça, c'est un montant d'énergie requise pour briser les liens entre les molécules pour le mettre en phase gazeuse. Bon, on définira ça dans le deuxième chapitre. Pour l'instant, c'est un montant d'énergie. Donc, TB et l'enthalpie de vaporisation donne au pluriel une indication de l'importance des interactions intermoléculaires.
Donc, comme on vient de regarder HE, azote puis H2O, H2O a un point d'ébullition beaucoup plus haut que HE. Pourquoi? Parce que les interactions intermoléculaires sont beaucoup plus fortes. Donc, en général, les espèces, qu'est-ce que je veux dire par espèce? Molécules, composés, peu importe. Moins lourd. Okay, moins lourd dans le sens du masse molaire et moins polaire. Ont TB moins élevé. Il y a des exceptions sûrement, mais en général. Bon, donc, comme exemple, on a masse molaire en grammes par mol. Donc là, quand on parle de masse molaire, est-ce que c'est une propriété intensive ou extensive? Intensive parce que ça ne dépend pas de la taille du système. Si on a 100 grammes de n'importe quoi, son masse molaire ne change pas. Et ce n'est pas 100 grammes, c'est ce que c'est pour n'importe quelle masse. Point d'ébullition en Kelvin, puis donc ces trois propriétés sont tous intensives. Donc on a HE, H2, N2, argon, CO2, puis éthanol. Bon, donc 4, 2... Bon, donc le point de ce tableau, c'est que HE et H2 ont une masse molaire qui sont vraiment similaires. Leurs points d'ébullition sont différents. Donc 4,2 puis 20,4. Pourquoi est-ce que c'est plus grand pour H2 que pour HE? Parce que H2 est plus polarisable, c'est une molécule qui est moins symétrique. On verra ça plus tard. N2 est beaucoup plus gros, mais encore très bas. Ensuite, on a argon, CO2 puis éthanol qui ont un masse pour lesquels les masses sont vraiment similaires, mais leurs points d'ébullition sont très différents. Argon 87, CO2 195. Il faut préciser que ce n'est pas un point d'ébullition, c'est un point de sublimation. Oubliez ça. Pour l'argument, on dira que c'est le point d'ébullition. Ensuite, éthanol qui est presque le même que l'eau. Ensuite, donc, vous pouvez voir qu'il y a une correspondance plus ou moins directe entre ces deux propriétés parce qu'ils mesurent en principe la même chose. Donc, il y a des conclusions de prendre de ce tableau, ce que j'ai dit à l'oral. HE et H2 ont une masse, mais et pourquoi? À cause donc, je vais expliquer ça maintenant, puis on va le voir en détail plus tard. Hélium est sphérique. Donc, c'est une molécule qui est très symétrique. Bon, H2 regarde comme ça. Donc, sa densité électronique est plus comme ça.
Si en agrégat, c'est une molécule avec aucun dipôle. Cependant, à n'importe quel instant, on peut avoir une tendance vers une direction où il y a plus de densité électronique qui est ici, disons. Donc, la densité électronique là est plus gros, puis de ce côté est plus faible. Donc, il y a des dipôles instantanés qui se forment. Et ça s'arrive plus facilement pour H2 que pour HE. Pourquoi? Parce que H2, c'est moins symétrique. Donc, ça, c'est un dipôle induit instantané. Parce que ce qui arrive dans la réalité, c'est que la densité électronique bouge. Et à n'importe quel moment, on a des asymétries qui ont pour effet des charges. Charge n'est pas le mot que je veux. Il y a une asymétrie de la densité électronique qui font des dipôles instantanés. En agrégat, si on regarde pour un gros fenêtre de temps, cette asymétrie est nulle parce qu'à chaque moment, ça change. Puis en agrégat, il n'y a pas de direction préférentielle. Bon. Les autres conclusions de cette table. C'est quoi la différence entre argon CO2 puis C2H5OH? Bon, donc, encore une fois, argon est sphérique. CO2 n'est pas sphérique, c'est linéaire. Donc, c'est comme H2. Donc, on a cette forme-là. Instantanément, on peut avoir une charge positive là, puis une charge négative là, qui induit un dipôle instantané. Là, pour éthanol, on a des électrons sur O qui causent un dipôle permanent sur l'oxygène. Donc, ce molécule-là a un dipôle permanent. Les interactions entre les molécules d'éthanol sont beaucoup plus grandes à cause de ça. Bon. Donc, la différence principale entre argon, CO2 et C2H5OH, ce sont les interactions intermoléculaires. On précisera ça. Maintenant, on va regarder les interactions. Donc, en général, entre A et B, qui sont séparés par une distance R, donc on va regarder R, c'est quoi l'énergie du potentiel entre eux? Donc, l'énergie du potentiel, c'est l'énergie d'interaction. Donc, on va préciser ici, c'est 0. Si A et B étaient composantes d'un gaz parfait, il n'y a aucune interaction entre eux à n'importe quelle distance. Pourquoi? Parce que les particules d'un gaz parfait n'interagissent pas entre eux. Bon, je vous dis, ce n'est pas la réalité. Donc, à très courte distance et à longue distance, il y a un comportement différent. Donc, à courte distance, c'est très positif, puis on a une forme plus ou moins comme ça. Donc, quand on est à courte distance, l'énergie du potentiel est plus que 0. Quand l'énergie du potentiel est plus que 0, c'est une répulsion. Et pourquoi? Les particules ne peuvent pas être superimposées. C'est impossible.
Dans cette région ici, on a l'énergie du potentiel qui est inférieure à 0. Là, on a attraction. Et à longue distance, on a l'énergie du potentiel qui est plus ou moins 0. Pourquoi? Parce que les molécules sont vraiment loin les uns les autres. Donc, il y a des interactions, mais ils sont très faibles, ils sont pratiquement 0. Bon, donc de cette image, vous voyez que, et je vous dis qu'il y a deux types d'effets. Et quand il y a deux types d'effets, ils sont toujours là et toujours en compétition. Il y a des répulsions et des attractions. À courte distance, les répulsions sont dominantes et à moyenne distance, disons, les attractions sont dominantes. Quand ils sont très loin les uns les autres, ils n'interagissent pas parce qu'ils ne se voient pas. Donc, on voit les répulsions seulement à très courte distance. Et pour le reste des distances R, ce sont les attractions qui sont dominantes. Bien entendu, la forme de ce graphique-là va dépendre directement de quel gaz on considère. On va voir plus tard des exemples. Bien entendu, pour HE, ce sera très différent que pour H2O. Si on essaie de les dessiner sur la même figure, on ne pourra pas parce que les échelles seront très différentes. OK, donc là, on va considérer directement les différents types d'attractions entre des espèces. Donc, j'ai dit qu'on voit la répulsion seulement à très courte distance. Où les molécules sont presque en contact. Et je veux que vous compreniez que si on a beaucoup de molécules qui sont presque en contact, c'est pas un gaz, c'est un solide. Donc, ça ne sera pas bien traité par la loi des gaz parfaits. OK, donc, il y a plusieurs types d'interactions. Ensuite, on aura les facteurs qui vont déterminer l'échelle de cette interaction. Puis, une figure pour estimer les effets. Bon, donc, on a l'interaction entre deux ions, donc une charge positive puis une charge négative. Ça, c'est un effet qui est vraiment fort. C'est quoi le facteur qui va directement influencer ça? C'est la charge des ions. Puis, comme figure, il n'y a pas de figure, c'est grand. Ensuite, on a ion puis dipôle. Donc, on a une charge positive, disons, puis quelque chose avec un dipôle permanent, négatif, puis positif. Bien entendu, la charge d'ion, puis le moment dipolaire. Comme figure, disons 40 à 600 kJ par mol,
il y a une grande variété, ça va dépendre de ces facteurs-là. Ensuite, on a dipôle. Donc, entre deux dipôles permanents. Ensuite, dipôle, puis ce qu'on a discuté, un dipôle induit. Donc là, on a un dipôle permanent qui est proche de quelque chose de plus symétrique. Dans la présence de ce dipôle, on va induire un dipôle. Donc, la densité électronique va se changer un peu. Puis, il y a instantanément un petit dipôle là qui est induit par l'autre dipôle. Bon, donc le moment dipolaire, puis ce qu'on appelle la polarisabilité. Excusez-moi, c'est un mot un peu difficile pour moi à dire en français. C'est quoi la polarisabilité? C'est la facilité d'une espèce particulière pour faire un dipôle induit. Donc, si une molécule est plus polarisable, c'est à cause que c'est moins symétrique et c'est plus facile pour cette molécule-là à avoir un dipôle induit. Et finalement, on a une interaction entre deux dipôles induits. Donc, on a deux choses qui sont symétriques qui vont instantanément avoir des dipôles. Et les facteurs sont les polarisabilités. Et ce sont des effets qui sont faibles. Bon, donc là, il y a plusieurs types. Les effets ion-ion, on ne voit pas dans la phase gazeuse parce qu'ils sont vraiment forts. Ça se trouve dans les solides. Donc, à très haute température, vous pouvez avoir des gaz qui ont des charges permanentes. En anglais, ça se parle d'un plasma, mais on ne discute pas ça. Les effets ion-ion se trouvent dans des solides. L'effet dipôle-ion, c'est l'effet de solvatation. On a une charge permanente pour, disons, un ion cation de sodium, stabilisé par le dipôle d'un solvant, par exemple H2O. Dipôle-dipôle, pour la plupart des gaz, est l'effet le plus dominant. Ça, parce qu'on peut avoir des gaz avec des dipôles permanents. L'exemple que vous savez, H2O, puis on vient de voir C2H5OH. Tous les deux ont des dipôles permanents. Et à cause de ça, ils ont une température d'ébullition élevée. Dipôle induit se trouve, mais pas pour une espèce en particulier. Donc, dipôle induit se trouve pour He, N2, argon, CO2, etc. Pour la plupart des gaz qui n'ont pas de dipôle permanent, c'est ça. Donc, il y a des noms pour ces effets-là. Ils ne sont pas toujours bien précisés. On dit dispersion, surtout en anglais. Des forces de London. London, c'est un nom propre d'un scientifique, c'est pas le ville. Puis des effets de Van der Waals.
Strictement, il y a des distinctions. On peut distinguer entre ces effets-là. Ça ne sert pas à grand-chose, en particulier pour ce cours. Donc, les effets dipôle induit, vous pouvez utiliser ces trois noms pour décrire ça. Bon, donc, les effets ion-ion sont bien entendu les plus forts, puis ça descend. L'énergie du potentiel ici dépend directement de la distance entre les deux. Pour dipôle induit, l'énergie du potentiel dépend directement de 1 sur la distance au puissance 6. Pourquoi est-ce que la dépendance est plus grande? 1 sur R tend vers 0. Donc, à grand R, oui, ça va à 0. Mais lentement. 1 sur R au puissance 6 tend vers 0. Très rapidement. Donc, ce que ça veut dire, si l'énergie du potentiel tend vers 0 beaucoup plus rapidement, la distance effective de ces interactions-là sont très courtes. Bon, donc on va voir quelques exemples. Donc, les interactions dominantes. Pour les gaz sont dipôle-dipôle. Donc, on regarde deux gaz qui sont très similaires en masse. Le brome puis le chlorure. Je ne suis pas chimiste et j'ai appris ça en anglais, donc vous restez avec moi. Je ne sais pas si c'est le chlorure d'iode ou le iodure de chlore. C'est un gaz ICl. Désolé. La masse molaire des deux est vraiment similaire. Donc, on a 160 puis 162. Donc, avec cette mesure, on prévoit des points d'ébullition similaires, mais en réalité, on voit qu'ils sont différents et assez différents. Pourquoi? Donc, le brome est symétrique, donc il n'y a pas de dipôle permanent. Mais c'est une molécule qui peut avoir un dipôle induit assez facilement. Donc, c'est symétrique. Donc, aucun dipôle permanent. Mais le dipôle induit se forme assez facilement. Comparer ça avec ICl. Donc là, c'est asymétrique. Qu'est-ce que je veux dire par asymétrique? Si on écrit de cette manière-là, ce n'est pas la même chose. C'est clairement, si on prend une réflexion sur le lien, on a changé la molécule. Donc, il y a un dipôle qui est permanent, qui est une fonction de la différence des électronégativités des deux espèces. Donc, c'est asymétrique. Donc, il y a un dipôle permanent. Mais c'est un dipôle permanent qui est faible, parce que les deux espèces sont similaires. Mais à cause qu'il y a un dipôle permanent, les interactions entre les molécules ICl sont plus fortes que celles pour Br2. Donc, les molécules
avec un dipôle permanent ont un TB plus élevé. Bon, donc cet exemple de BR2 versus ICL est choisi à cause que le dipôle permanent de ICL est faible et la polarisabilité de BR2 est assez élevée, mais l'effet de dipôle permanent est encore beaucoup plus grand que les dipôles induits. Je vais essayer de faire un dessin pour expliquer, disons, BR2 versus... Okay, là, on peut prendre un exemple beaucoup plus, disons, H2 versus I2. Donc, iode est un molécule qui est beaucoup plus grand que H2. Donc, disons qu'on a H2 comme ça, avec une densité électronique comme ça, versus... OK, en principe, on va dessiner ça une deuxième fois. On veut deux molécules de H2. Qui sont petits. Comparé avec I2, qui a une densité électronique comme ça, que ce n'est pas à l'échelle, bien entendu. Mais le message, c'est que la densité électronique pour I2 est beaucoup plus grande à cause que les centres sont beaucoup plus grands. Il y a beaucoup plus d'électrons de valence, etc. Bon, donc, entre deux molécules H2, on a un dipôle induit qui se forme quand il y a une suppression puis augmentation de densité électronique qui se forme instantanément. Mais l'effet est beaucoup plus grand pour I2 à cause que la densité électronique est plus grande, puis l'effet est beaucoup plus grand, disons. Donc, tout ça pour dire, les interactions dipôle induit sont beaucoup plus grandes pour des espèces qui sont grandes parce que la densité électronique se change beaucoup plus facilement. Bon, donc c'est assez pour cette leçon-ci. Dans la prochaine leçon, on va regarder des propriétés physiques d'un gaz réel. Puis après ça, on va regarder un modèle qui est une deuxième approximation.